Quelle est la meilleure façon d'organiser les pouvoirs au sein d'un État? Cette question, elle peut vous sembler assez générale et abstraite, mais vous allez voir qu'elle est en fait extrêmement concrète et qu'elle a des impacts manifestes sur la vie quotidienne. L'État, avec un E majuscule, c'est l'institution qui organise la vie en société. C'est ce qu'on appelle l'autorité souveraine au-dessus de toutes les autres autorités. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'État légitime, l'État organisé d'une manière telle que l'on peut consentir à ce qu'il fait, à ce qu'il est. L'État qui pourrait être pensé comme le fruit d'un contrat volontaire des citoyens. Je vous renvoie au podcast précédent sur la philosophie de Locke. C'est donc l'État qui doit assurer le bon fonctionnement d'une société sur un territoire défini. Et cet État se compose de différents pouvoirs. On trouve au moins un pouvoir législatif, un pouvoir de faire des lois, un pouvoir exécutif, pouvoir d'exécuter ces lois. Parfois, on parle aussi d'un pouvoir judiciaire, un pouvoir de sanctionner les manquements à ces lois. Et l'une des grandes questions de philosophie politique consiste à se demander comment on organise ces différents pouvoirs. La théorie la plus célèbre à ce sujet, c'est la théorie de la séparation des pouvoirs. L'idée qu'il faut que les différents pouvoirs soient entre différentes mains pour qu'ils puissent se contrôler les uns les autres, afin d'éviter la tyrannie, les abus de pouvoir. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'il y ait une unité dans notre État. Il faut que ces différents pouvoirs ne soient pas en contradiction les uns avec les autres. Sans cela, on pourrait aboutir à une situation de conflit politique, comme ce fut le cas par exemple en Angleterre dans les années 1640. On avait un désaccord extrêmement profond entre le roi anglais et le parlement anglais qui a débouché sur une guerre civile. Encore actuellement, en France par exemple, ce genre de questions se pose. Est-ce que le président de la République n'a pas trop de pouvoir? N'est-il pas une sorte de monarque républicain qui peut faire ce qu'il veut? À l'inverse, si on a un parlement qui n'a pas d'unité ou qui est capable de s'opposer au gouvernement ou au président, dans ce cas, comment va-t-on faire pour gouverner le pays? Et toutes ces questions se posent déjà au XVIIe siècle. Dans ce podcast, nous allons étudier les positions de Hobbes et de Locke, deux philosophes politiques majeurs, et vous allez voir qu'à eux deux, finalement, ils représentent assez bien la tension qui peut exister entre une théorie de l'unité du pouvoir, qu'on va appeler une théorie de la souveraineté, et une théorie de la multiplicité et de la séparation des pouvoirs, qui généralement a bonne réputation, mais qui en fait pose des problèmes également. Ce podcast est le 6e volet d'une série sur le traité de John Locke. Donc on va parler de Locke, mais avant cela, on va d'abord envisager la position de Hobbes, qui de toute façon vient avant historiquement, puisque son grand ouvrage, le Léviathan, a été publié en 1651. Et puis ensuite, on parlera du traité de Locke, qui lui a été publié en 1690. Hobbes, au chapitre 17 du Léviathan, a défini l'État comme une personne, non pas au sens d'une personne physique, mais au sens d'une personne morale, un peu comme on dit qu'une entreprise est une personne morale. Donc l'État est une personne une dont les actions ont pour auteur, à la suite de conventions mutuelles passées entre eux-mêmes, chacun des membres d'une grande multitude. J'explique un peu. L'État provient d'un contrat entre un certain nombre de gens. Ces différentes personnes se mettent d'accord pour être représentées par une instance. Ça peut être une seule personne, dans ce cas-là on est en monarchie, ça peut être plusieurs personnes et dans ce cas-là on est dans une aristocratie, et ça peut être tout le monde avec vote à la majorité et dans ce cas-là on est dans une démocratie. Mais ce qui est important, c'est l'idée de représentation. On est tous représentés par un pouvoir souverain et chacun des citoyens doit se penser comme étant l'auteur de ce que font les gens qui ont le pouvoir souverain. Et je fais ici une petite note sur le terme d'aristocratie. Dans notre vocabulaire actuel, généralement, on se sert du mot aristocratie pour parler d'autre chose, notamment de l'ensemble des nobles qui existent dans une monarchie. Donc là, ça n'est pas du tout ce sens-là. C'est l'idée qu'un petit nombre de gens ont le pouvoir souverain. On peut aussi parler d'oligarchie, mais dans ce cas, il faudrait réussir à expurger ce mot de sa connotation péjorative, du moins tant qu'on n'a pas montré que ce serait une forme de gouvernement ou de souveraineté forcément mauvaise.
En tout cas, chez Hobbes, il n'y a pas de connotation péjorative, c'est juste l'une des 3 possibilités logiques. Je reprends la définition de Hobbes. L'État est une personne dont les actions ont pour auteur chacun des membres d'une grande multitude, afin que celui qui est cette personne, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir souverain, puisse utiliser la force et les moyens de tous comme il l'estimera convenir à leur paix et à leur défense commune. La paix étant l'objectif premier principal de l'État selon Hobbes. Et ici, quand on parle de la paix, c'est la paix surtout au sens de la paix entre les différents individus d'une même société. Le souci principal de Hobbes, c'est d'éviter la confusion qui a eu lieu à son époque entre les pouvoirs du Parlement et les pouvoirs du roi. Et pour cela, il faut déterminer très précisément qui est-ce qui a le pouvoir de décider en dernière instance. Et c'est ça le pouvoir souverain, c'est celui qui décide ultimement quand il y a un désaccord entre différents pouvoirs. Et Hobbes insiste beaucoup sur cette idée qu'il est catastrophique qu'un État soit organisé sans aucun pouvoir souverain. Si on a plusieurs pouvoirs séparés qui sont chacun indépendants, censés être en équilibre les uns avec les autres, comme dans une théorie de la séparation des pouvoirs, dans ce cas-là, on n'a apparemment aucune solution en cas de conflit. Par exemple, si l'exécutif pense qu'il faut absolument créer un nouvel impôt et si le législatif ou le Parlement pense qu'au contraire, il ne faut pas du tout créer cet impôt, ce qui a été le cas en Angleterre dans les années 1630-1640, on peut aller jusqu'à la guerre civile si vraiment il s'agit d'une question importante pour les 2 parties en présence. Précision, cela ne signifie pas que Hobbes pense que tous les pouvoirs devraient revenir à la même personne ou à la même assemblée, parce que la personne ou l'assemblée qui a le pouvoir souverain, elle peut déléguer. Elle peut avoir ce qu'il appelle des ministres notamment, qui sont un certain nombre de pouvoirs distincts les uns des autres. Comme dans une armée, il y a un général au sommet, puis ensuite toute une hiérarchie en dessous de lui. Au chapitre 23 du Léviathan, on a d'ailleurs une définition de ce que c'est qu'un ministre public. C'est celui qui est employé par le souverain et qui peut représenter le souverain dans une certaine fonction particulière. Hobbes, dans le Léviathan, essaie de montrer que dans toutes les situations politiquement stables, historiquement, on a de fait eu un pouvoir souverain, même si parfois il est un peu difficile à trouver. Il prend l'exemple de Sparte dans le chapitre 19 du Léviathan en disant « À Sparte, dans l'Antiquité grecque, on a l'impression qu'il n'y avait pas de pouvoir souverain puisque il y avait 2 rois déjà, et en plus, à côté de ces 2 rois, il y avait aussi des éphores. Ça s'écrit E accent aigu P-H-O-R-E-S. On parle aussi de l'éphorat. Le terme éphore signifie initialement les surveillants, mais plus globalement, il s'agissait de magistrats qui avaient diverses compétences très importantes, notamment des compétences en matière de justice et de police. Et on a l'impression que les rois, avec les éphores, se partageaient le pouvoir. On avait donc une situation de séparation et d'équilibre des pouvoirs. Mais en réalité, il n'en est rien, selon Hobbes. En l'occurrence, c'était les éphores, selon lui, qui avaient le pouvoir souverain, alors que les rois, ou le roi, quand il n'y a eu plus qu'un roi, avaient surtout un pouvoir militaire subordonné. Alors, sur ce sujet général de la distribution des pouvoirs et sur ce sujet particulier de l'analyse de la constitution spartiate, il est intéressant de confronter Hobbes à Aristote. Aristote, comme on va le voir, soutenait qu'il est tout à fait possible qu'une constitution politique repose sur un équilibre entre différents pouvoirs, et il prend justement l'exemple de Sparte pour illustrer son propos. Traitant de la meilleure façon pour les monarques de se maintenir au pouvoir, il écrit la chose suivante. Moins les rois ont de domaines où ils sont souverains, plus leur pouvoir dans son intégralité durera longtemps. Il cite un roi de Sparte au 7e siècle avant notre ère, qui s'appelait Théopompe, qui a renforcé les pouvoirs de l'éphorat, des éphores. Et le fait de renforcer le pouvoir des éphores a eu pour effet, selon Aristote, de rendre le pouvoir du roi plus durable. Donc Aristote nous explique qu'un roi a décidé par lui-même de limiter ses pouvoirs, et c'est ça qui a rendu sa royauté plus sûre, plus pérenne. Donc on a ici une opposition très claire entre Hobbes qui nous dit Sparte était une cité avec un pouvoir souverain et Aristote qui nous dit la stabilité relative de Sparte est due notamment au fait qu'il n'y avait pas de ce qu'on appellerait nous un pouvoir souverain, c'est-à-dire au fait qu'il y avait ce qu'il appelle un mélange entre différents pouvoirs. Alors qui a raison sur l'analyse de Sparte?
Je pense que sur ce sujet, c'est quand même Aristote qui a raison, c'est-à-dire que si on analyse la constitution de Sparte, on doit plutôt penser qu'il s'agissait d'un modèle d'équilibre des pouvoirs. D'ailleurs, les efforts n'avaient pas le droit de destituer les rois, et inversement, les rois n'avaient pas le droit de destituer les efforts. Aristote a donc sans doute raison de considérer qu'on avait ici un véritable partage du pouvoir politique. Plus généralement, on doit sans doute dire, contre Hobbes, qu'il y a bien eu un certain nombre d'États qui ont perduré sans pouvoir souverain. Ça ne veut pas dire pour autant que la théorie de la souveraineté serait mauvaise, puisque c'est peut-être meilleur pour un État d'avoir un pouvoir souverain, mais en tout cas, descriptivement, historiquement, un certain nombre d'États qui ont vraiment existé et perduré n'avaient pas de pouvoir souverain à proprement parler. Revenons maintenant plus précisément sur la théorie qu'on trouve chez Aristote concernant l'organisation des différents pouvoirs. Comme je l'ai déjà un petit peu indiqué, ce n'est pas du tout une théorie de la souveraineté, et pour cause, la théorie de la souveraineté dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'un pouvoir ultime qui n'est pas limité en temps ni dans ses fonctions, elle provient de Jean Bodin, qui a écrit un petit peu avant Hobbes, à la fin du XVIe siècle, et elle est donc absente dans l'Antiquité. Pourtant, si vous lisez Aristote, vous verrez que parfois les traducteurs utilisent le terme de souveraineté pour traduire en fait to kurion, mais précisément ça n'est pas une souveraineté au sens moderne du terme, cela veut plutôt dire le pouvoir le plus important. Donc Aristote, quand il examine des constitutions, les constitutions des différentes cités grecques notamment, se demande s'il s'agit de monarchie, d'aristocratie ou de démocratie, mais il ne soutient absolument pas que l'on devrait trouver dans toute constitution un pouvoir souverain. Bien au contraire, de nombreuses constitutions peuvent être analysées comme un certain mélange, comme une certaine façon d'équilibrer différents pouvoirs. Plus précisément, il est vrai qu'il peut exister des constitutions dans lesquelles tous les pouvoirs sont rassemblés dans les mains d'une seule personne. Ça peut être une monarchie ou une tyrannie. De même, ces pouvoirs pourraient être rassemblés dans les mains d'une assemblée d'un petit nombre de gens ou dans l'assemblée du peuple. Mais bien souvent, ce n'est pas ça qu'on trouve. Ce que l'on trouve, ce sont des mélanges. Voir par exemple livre 4 des politiques, chapitres 8 à 12. On l'a déjà vu en partie avec son analyse de la constitution spartiate. Non seulement ces constitutions mixtes existent, mais même elles sont assez souvent valorisées par Aristote. Il va essayer de montrer qu'elles sont souvent plus acceptables et donc plus stables. Et parmi toutes les différentes formes de mélange possibles, il insiste tout particulièrement sur le mélange entre des éléments démocratiques et des éléments aristocratiques. Et il va jusqu'à dire que une cité n'est stable que si elle opère un mélange heureux, dit-il, entre des éléments démocratiques et des éléments aristocratiques. Des éléments démocratiques, c'est par exemple le tirage au sort de certaines magistratures, celles qui ne demandent pas de compétences particulières, un peu comme aujourd'hui dans certains pays, on tire au sort les jurés lors d'un procès. Et depuis quelques années ou quelques dizaines d'années, on a retrouvé cette idée du tirage au sort, par exemple avec l'idée des conventions citoyennes. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va leur donner beaucoup de pouvoir. Par exemple, quand il y a eu en France une convention citoyenne pour le climat, elle n'avait pas en tant que telle directement du pouvoir. Il s'agissait plutôt d'un organe de proposition. Mais quoi qu'il en soit de cet exemple particulier, l'idée même de convention citoyenne relève des éléments démocratiques au sens d'Aristote puisqu'il y a tirage au sort. Et surtout évidemment le principal élément démocratique aujourd'hui, c'est le suffrage universel, soit pour des référendums, soit pour des élections, même si on va voir que justement l'élection n'est pas vraiment un procédé démocratique chez Aristote. Selon Aristote donc, il faut mélanger ce genre d'éléments démocratiques, quels qu'ils soient, chez lui c'est plutôt des tirages au sort, avec des éléments aristocratiques, c'est-à-dire le fait de choisir les meilleurs ou de laisser les meilleurs décider. Alors bien sûr, ça pose la question de savoir comment on reconnaît les meilleurs, est-ce que ça passe par des concours ou par d'autres solutions, ou même éventuellement par une élection, de manière un peu bizarre pour nous. Chez les Grecs dans l'Antiquité, l'élection est perçue comme un procédé plutôt aristocratique, parce que c'est vraiment le tirage au sort qui est démocratique. Dès qu'il y a élection, il y a une sorte de sélection sur les compétences. Ainsi, par exemple, les stratèges militaires n'étaient jamais désignés au sort, tirés au sort.
ils étaient toujours choisis suivant une procédure de type aristocratique afin d'avoir les meilleurs stratèges puisque la vie de la cité en dépend. Et parmi ces procédures, il y avait par exemple la cooptation, mais il y avait aussi l'élection perçue comme un procédé aristocratique puisque on choisit les meilleurs, ou du moins on tente de choisir les meilleurs. Revenons à l'idée générale d'Aristote, l'idée du mélange des pouvoirs. Je cite encore une phrase d'Aristote, il écrit au livre 5, chapitre 7 des Politiques, « Le principe de la ruine des gouvernements constitutionnels, c'est de ne pas bien mélanger démocratie et oligarchie. » Or, petite note, le terme oligarchie parfois est synonyme du terme aristocratie. Parfois, il n'est pas synonyme parce qu'il a une connotation péjorative. Vous verrez que tout à l'heure chez Locke, le terme oligarchie n'a pas de connotation péjorative. Il signifie juste le fait que le pouvoir principal est dans les mains d'un certain nombre de gens, c'est-à-dire ni une seule personne comme en monarchie, ni la majorité du peuple comme en démocratie. Alors, quelle est la justification de cette thèse ? Pourquoi est-ce qu'Aristote valorise le mélange entre des éléments démocratiques et des éléments aristocratiques ? Il faut de la démocratie parce que les gens ont tendance à se penser comme des égaux les uns par rapport aux autres. S'ils sont complètement exclus du pouvoir, ils vont donc avoir tendance à se rebeller ou à ne pas accepter les décisions politiques, d'où l'idée de les associer d'une manière ou d'une autre à ces décisions. D'un autre côté, pour prendre les meilleures décisions, il faut connaître un certain nombre de choses, avoir certaines sciences, certaines données, et cela peut justifier le fait de donner des pouvoirs spéciaux à des gens qui seraient particulièrement qualifiés pour cela. L'une des solutions que propose Aristote, c'est donc que les gens les plus qualifiés soient les préparateurs des lois, qu'ils soient les principales forces de proposition, et qu'ensuite, le peuple, l'ensemble des citoyens, ait un droit de veto par rapport à cela. Je cite le chapitre 14 du livre 4. De cette façon, le peuple participera à l'instance délibérative et ne pourra rien détruire dans la Constitution. Hobbes, comme je l'ai déjà dit, s'oppose totalement à cette doctrine du mélange entre les différentes formes de pouvoir, ou cette doctrine de la possibilité d'un équilibre entre différents pouvoirs. Le pouvoir souverain doit être absolument un et indivisible, et il n'y a que 3 possibilités, soit une seule personne l'a, soit plusieurs personnes l'ont dans une assemblée, soit enfin c'est la majorité du peuple qui l'a. Et petite parenthèse, on dit parfois que Hobbes milite en faveur de la monarchie absolue. En fait, bien que la monarchie ait sa préférence, tout ce qu'il veut dire c'est qu'il faut que clairement on sache qui a le pouvoir souverain. Donc ça peut être une démocratie, ça peut être une aristocratie, ça peut être une monarchie, peu importe à la limite, tant qu'on sait qui est-ce qui a vraiment le pouvoir. La monarchie absolue n'est donc qu'une des 3 possibilités. Suivant Hobbes, c'est la doctrine de la séparation des pouvoirs ou du mélange des différents pouvoirs en équilibre qui est responsable de la guerre civile qui sévit dans les années 1640 en Angleterre. Je cite le chapitre 18 du Léviathan. « Si dans la plus grande partie de l'Angleterre, l'opinion ne s'était pas répandue selon laquelle ces pouvoirs étaient divisés entre le roi, la chambre des lords, la chambre des communes, le peuple n'aurait jamais été divisé et ne serait jamais tombé dans une guerre civile. Désormais, peu nombreux sont ceux qui en Angleterre ne voient pas que ces droits sont inséparables. Par exemple, il parle du pouvoir de battre la monnaie, du pouvoir de gouverner les armées, du pouvoir de faire les lois. Tous ces pouvoirs, qui sont les pouvoirs essentiels, doivent revenir à la même instance. On ne peut pas se permettre d'avoir un État dans lequel certains pouvoirs décident de convoquer les armées, d'autres pouvoirs décident de la politique monétaire, etc. Aujourd'hui, on parlerait des pouvoirs régaliens pour parler de tous ces pouvoirs essentiels qui doivent absolument revenir à l'État. Mais plus précisément encore, il faut qu'ils reviennent à une seule et même assemblée en dernière instance. Voilà l'idée de Hobbes. Autrement dit, il s'oppose à ce qu'il appelle la théorie du gouvernement mixte, celle dans laquelle, par exemple, il y aurait un pouvoir qui pourrait déclarer la guerre et la paix, un autre pouvoir qui pourrait exercer la justice, un autre pouvoir qui serait en charge des finances, des impôts, etc. En fait, tous ces pouvoirs peuvent bien être répartis dans des ministères, mais tous ces ministres doivent être hiérarchiquement dépendants d'une seule instance et révocables à tout moment par cette instance souveraine. On peut donc opposer une théorie de la séparation des pouvoirs et une théorie de la distinction des pouvoirs. Une théorie de la séparation des pouvoirs est vraiment opposée à l'idée de la souveraineté,
alors qu'une théorie de la distinction des pouvoirs, comme dans le cas des différents ministères, n'est pas opposée à une théorie de la souveraineté, c'est-à-dire dans laquelle il y a un pouvoir ultime qui décide de tout en dernière instance. Précision supplémentaire, le pouvoir souverain n'est pas toujours là où on croit. On peut se tromper dans son analyse, et à ce sujet, Hobbes traite le cas intéressant de la dictature romaine. Dictature au sens technique, au sens historique du terme, c'est-à-dire le fait de conférer légalement les pleins pouvoirs à quelqu'un pour une période n'excédant pas 6 mois. On pourrait avoir l'impression, en apparence, que dans ces périodes de dictature, il y avait un monarque qui pouvait décider de tout. Erreur, nous dit Hobbes, comme cette dictature était fixée à 6 mois, comme elle était une institution de la République romaine, cela implique que le dictateur romain n'avait pas le pouvoir souverain. Il avait effectivement tous les pouvoirs pendant 6 mois, il avait le commandement, l'imperium, les pleins pouvoirs, mais il n'avait pas le pouvoir de prolonger sa dictature au-delà des 6 mois. Donc dans ce sens-là, il n'avait pas le pouvoir souverain, c'était un simple ministre, c'est-à-dire une sorte d'employé, un mandataire qui avait pour mission de faire quelque chose. Alors, que penser de ce débat entre Aristote et Hobbes? D'un côté, une théorie de l'heureux mélange entre différents pouvoirs, ou du moins de la possibilité d'un heureux mélange, et puis de l'autre côté, une théorie de la souveraineté et de l'impossibilité, du coup, d'un heureux mélange entre différents pouvoirs. Il est clair que Hobbes va trop loin en parlant d'une impossibilité parce qu'on peut de fait avoir des pouvoirs qui coexistent pacifiquement, et cette coexistence pacifique peut éventuellement durer très longtemps. Mais ce que pourrait répondre Hobbes, c'est que s'il y a stabilité dans un régime de séparation des pouvoirs, c'est simplement un heureux hasard, c'est-à-dire qu'il se trouve que cet État a eu la chance de ne pas être confronté à une dissension interne. Cela ne remettrait donc pas en cause l'idée qu'il est mal organisé. Une telle stabilité, qui provient surtout du hasard ou de la chance, ne nous intéresse pas beaucoup philosophiquement. Ce que l'on veut déterminer, c'est quel est le meilleur État, quelle est la meilleure organisation, même quand on n'a pas la chance d'avoir une sorte de consensus spontané et quasiment permanent. Donc ici, la question n'est pas tant quelle est la forme d'organisation politique la plus stable. La manière la plus intéressante de formuler la question et de tenter d'y répondre, c'est plutôt de se demander quelle est la forme d'organisation politique la meilleure au sens de celle qui peut être acceptée volontairement, librement. Le critère de la stabilité n'est absolument pas suffisant, non seulement parce que la stabilité peut venir d'heureux hasards, mais aussi parce qu'elle peut venir de choses qu'on n'a pas du tout envie de valoriser, comme par exemple une tyrannie. En fait, il serait tout à fait possible qu'une tyrannie dure extrêmement longtemps, mais cette stabilité-là, elle ne nous intéresse pas évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est de réussir à produire un modèle d'État qui soit stable parce que acceptable, et ce modèle d'État, ici, on va essayer de le chercher chez John Locke. On va donc ici abandonner Hobbes et Aristote. On abandonne Hobbes parce que sa théorie de la souveraineté ne permet pas d'exclure la tyrannie, ne permet pas d'exclure une concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme ou d'une petite assemblée. Et il y a vraiment de grandes chances pour que cette concentration-là des pouvoirs aboutisse à des formes de vie politique tout à fait inacceptables. D'un autre côté, on va aussi abandonner ici Aristote. Même si la philosophie politique d'Aristote, bien interprétée et un peu réactualisée, peut vraiment être intéressante et défendable, je pense. Mais disons que comme il n'a pas le concept de souveraineté, la question de l'unité de l'État, de ce qui se passe en cas de dissension entre le peuple et les élites, par exemple, dans les modèles où il y a un mélange entre démocratie et aristocratie, toutes ces questions, il les aborde simplement en passant, donc ici on va le laisser de côté. Et on va donc se tourner vers John Locke pour répondre à cette question du modèle souhaitable d'organisation politique. Alors, pour information, j'ai déjà traité une question tout à fait connexe ou très semblable dans une vidéo sur ma chaîne Le Décodeur Philosophique, intitulée « L'unité de l'État est-elle menacée par la multiplicité des pouvoirs ?» Et cette vidéo, je vous conseille d'ailleurs de la regarder parce qu'elle contient notamment quelques schémas qui peuvent vraiment aider à visualiser toutes ces questions. Et dans cette vidéo, après avoir examiné les arguments de Montesquieu en faveur d'une théorie de la séparation des pouvoirs, je conclus avec la théorie de Rousseau qui revient en fait, lui, à une théorie de la souveraineté, donc qui s'oppose à Montesquieu et qui revient en quelque sorte à Hobbes, sauf qu'il modifie complètement la théorie de la souveraineté de Hobbes, puisque la seule souveraineté possible chez Rousseau, c'est celle du peuple.
Et donc on a bien un pouvoir souverain, un pouvoir qui est capable de trancher tous les litiges en dernière instance, et c'est celui du peuple. Mais à vrai dire, cette solution rousseauiste elle-même pose problème. C'est en fait ce qu'on appelle le problème de la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire que si on dit il y a un pouvoir souverain, c'est le pouvoir du peuple qui vote à la majorité, ça veut dire que le peuple peut décider tout et n'importe quoi. Apparemment, il peut décider par exemple d'exterminer une minorité, 1% de la population qu'il détesterait pour des raisons X ou Y, ce qu'on peut sans doute considérer comme un abus de pouvoir de sa part. Et donc, dans une théorie politique, il faut réussir à prendre en compte cette objection d'une possible tyrannie de la majorité. Et la théorie politique de Locke, précisément, permet bien de répondre à cette difficulté. Avant de revenir sur la philosophie politique de Locke, sachez quand même que chez Rousseau lui-même, il y a une possibilité de penser des limites aux décisions du peuple. Et ça méritera un podcast à part, parce que la solution est assez complexe. Elle consiste à dire, pour faire simple, que la loi est nécessairement universelle et qu'elle ne peut pas notamment utiliser des noms propres qui cibleraient par exemple une communauté. Mais je n'approfondis pas ce point et nous allons nous concentrer ici sur la solution lockéenne. La conception de Locke, on l'appelle parfois le constitutionnalisme. Qu'est-ce que ça veut dire le constitutionnalisme ? Ça voudrait dire que ce qu'il y a au-dessus de tout, ce qui est capable de décider en dernière instance, ce n'est pas en fait un pouvoir particulier, ce sont des normes qui sont pensées comme ultimes et que rien ne peut remettre en cause. Et là, en l'occurrence, chez Locke, cette norme, c'est surtout une norme en fait, celle dont on a beaucoup parlé dans le podcast précédent, à savoir la protection de la vie, de la liberté et des biens de chacun des citoyens. Alors bien sûr, les normes, ça n'agit pas par soi-même en tant que tel. Il va donc bien falloir que quelqu'un les mette en œuvre. Ça pourrait être un conseil constitutionnel comme en France, une cour suprême comme aux États-Unis. Mais chez Locke, c'est plutôt le peuple lui-même directement, comme vous allez le voir. Donc l'idée serait la suivante. On peut avoir plusieurs pouvoirs séparés les uns des autres, qui peuvent éventuellement être en conflit les uns avec les autres, mais quoi qu'il arrive, aucun de ces pouvoirs n'a le droit de prendre une décision qui irait directement contre ce principe fondamental de la protection de la vie, des libertés et des biens. Et on parle de constitutionnalisme, même si ce n'est pas vraiment un concept de Locke, parce qu'on peut écrire une constitution en tant que texte fondamental, dans lequel on va écrire cette norme, éventuellement d'autres normes également, et on va les respecter scrupuleusement, sans jamais faire d'exception, de telle sorte que l'on n'aura jamais aucune tyrannie, ni la tyrannie d'un monarque ou d'une assemblée de parlementaires, ni même la tyrannie d'une démocratie ou d'une majorité du peuple, puisque les droits fondamentaux de chacun seront toujours préservés. Et c'est donc à l'intérieur de ce cadre constitutionnel qu'on va pouvoir avoir un État organisé par des pouvoirs séparés. Le pouvoir de faire des lois, le pouvoir législatif reste le pouvoir le plus important. Donc dans cette mesure-là, on va appeler monarchie un système dans lequel c'est une seule personne qui a le pouvoir législatif. On va appeler oligarchie ou aristocratie un État dans lequel c'est une assemblée de personnes qui a ce pouvoir législatif. Et on va appeler démocratie un État dans lequel c'est le peuple, avec la règle de la majorité, qui a ce pouvoir législatif. Mais ce pouvoir, même si c'est le plus important, ça n'est pas le seul ni un pouvoir souverain ou supérieur à tous les autres, puisqu'il y a quelque chose de supérieur aux lois elles-mêmes, à savoir ce qu'on appellera plus tard la Constitution, ou ce que Locke appelle le but de la société politique. Et ce qu'on va voir, c'est que dans la théorie politique de Locke, c'est le peuple lui-même qui est censé pouvoir mettre en œuvre directement ce principe fondamental. Alors c'est vrai qu'on pourrait imaginer un système avec un conseil constitutionnel ou une cour suprême, comme actuellement en France ou aux États-Unis. Mais le problème, c'est que la confiance qu'on place dans les gens qui occuperaient les postes de ce pouvoir peut elle-même être remise en cause. C'est pourquoi, finalement, Locke en vient à l'idée que c'est le peuple directement qui doit pouvoir mettre en œuvre le but de l'association ou le principe fondamental du droit. Autrement dit, il associe son constitutionnalisme avec une théorie de la souveraineté du peuple. Alors, attardons-nous justement pour finir ce podcast sur le concept de souveraineté tel qu'il est utilisé par Locke. À vrai dire, Locke se sert du concept de souveraineté parfois de manière assez ambiguë,
Par exemple, au paragraphe 108, il parle de la souveraineté très modérée des rois des Indiens dans l'Amérique. Et l'expression même de souveraineté très modérée pose problème, on pourrait considérer que c'est même une contradiction. Et donc dans les passages de ce genre, au fond, le concept de souveraineté, c'est juste le concept de pouvoir politique ou d'autorité, mais sans vraiment l'idée de la souveraineté à proprement parler, c'est-à-dire le caractère incontestable et le fait que ce pouvoir ne soit pas limité dans ses compétences ou encore dans la puissance qu'on est censé lui apporter s'il le demande. Dans d'autres paragraphes, comme le paragraphe 131 ou le paragraphe 149 par exemple, Locke développe l'idée que le pouvoir législatif est le pouvoir souverain, et dans ce contexte, ça veut simplement dire que le pouvoir législatif est plus important notamment que le pouvoir exécutif. Mais il y a encore un autre usage du terme de souveraineté, cette fois-ci beaucoup plus proche de la tradition, et c'est celui-là qui va nous intéresser pour parler d'une souveraineté populaire chez Locke. Et ce sens-là, on le trouve notamment dans la suite de ce paragraphe 149, qui est un texte très important d'ailleurs. Juste après avoir dit, je cite, « Il n'y a qu'un pouvoir suprême qui est le pouvoir législatif auquel tous les autres doivent être subordonnés », il ajoute immédiatement « Mais cela n'empêche pas que le pouvoir législatif ayant été confié afin que ceux qui l'administreraient agissent pour certaines fins, le peuple ne se réserve toujours le pouvoir souverain d'abolir le gouvernement ou de le changer lorsqu'il voit que les conducteurs en qui il avait mis tant de confiance agissent d'une manière contraire à la fin pour laquelle ils avaient été revêtus d'autorité. Et ainsi, le peuple garde toujours le pouvoir souverain de se délivrer des entreprises de toutes sortes de personnes. » Et un peu plus loin, Locke ajoute une précision très importante, c'est que le peuple doit être considéré comme ayant toujours le pouvoir souverain, mais non pas toutefois comme exerçant toujours ce pouvoir souverain, puisque quand le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif respectent le principe fondamental du droit, le peuple doit bien au contraire se considérer plutôt comme subordonné par rapport à ces pouvoirs-là. On aura exactement la même théorie dans le paragraphe 243, c'est-à-dire le tout dernier paragraphe du traité, qui est là aussi essentiel. Locke explique que si les gens qui ont le pouvoir politique contredisent le principe fondamental du respect de la vie, des libertés et des biens, le pouvoir suprême retourne à la société. Le peuple a alors le droit d'agir en qualité de souverain, de faire des lois ou d'ériger un nouveau gouvernement. Et vous voyez donc que toute notre réflexion aboutit en fait chez Locke à un droit de résistance du peuple qui prend en charge le principe fondamental de la société politique, qui peut donc à tout moment redevenir le pouvoir souverain, mais sans que cela puisse déboucher sur une tyrannie de la majorité, puisqu'il n'a le pouvoir souverain qu'en tant qu'il défend le principe fondamental du respect de la vie, des libertés et des biens. On n'a pas le temps d'étudier dans ce podcast cette théorie en détail, mais rassurez-vous, nous allons l'étudier dans le prochain podcast, qui sera en même temps le dernier podcast de cette série sur le traité de John Locke. Voilà, je sais que ce podcast était un peu plus complexe que les autres. J'espère que ça ne vous a pas perdu. Vous pouvez toujours me poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo dont je vous ai parlé parce qu'elle contient quand même des explications supplémentaires très utiles. Et je vous dis à très vite pour la suite et la fin de cette réflexion.